Ma sœur m'a fracturé le crâne et m'a assommé parce que je ne lui avais pas donné d'argent pour des cosmétiques. Maman a dit, bien. Bonjour, je m'appelle Ali. Il y a 3 semaines, ma sœur m'a fracturé le crâne parce que je ne voulais pas lui donner d'argent pour son rendez-vous pour son botox. Et ma mère, la femme qui m'a élevé, s'est penchée au-dessus de mon lit d'hôpital et a dit un seul mot, bien. Ce n'était pas la première fois qu'elle me faisait du mal. C'était juste la première fois que je documentais tout, les bleus, le vol bancaire, les fausses signatures. Elle disait que j'étais dramatique, que j'imaginais tout. Alors pourquoi ont-elles imité ma signature pour voler ma maison? Pourquoi ont-elles contracté un prêt à mon nom? Pourquoi m'ont-elles laissé sans rien tout en continuant d'appeler cela de l'amour? Est-ce à cela que ressemble une famille? Ou est-ce juste de la maltraitance enveloppée dans l'obligation et le silence? Et quand je me suis enfin défendu, quand je les ai traînés en justice, que pensez-vous qu'il s'est passé ensuite? Le couloir était plus sombre que d'habitude quand je suis sorti de ma voiture cette nuit-là. La lumière du Porsche vacillait alors que je montais les marches, ajustant le sac de course contre ma hanche, le papier bruissant contre ma blouse. J'étais épuisé et 14 heures debout, 2 patients en arrêt cardiaque, un que nous avons perdu. Je voulais juste une douche, quelque chose à passer au micro-ondes, et du silence. Mais Valora était déjà là. Elle était appuyée contre le cadre de la porte de mon duplex, les bras croisés comme si l'endroit lui appartenait. Ses lèvres étaient brillantes, ses cheveux tirés en un chignon trop serré. Je n'avais pas besoin de voir le sourire narquois se former pour savoir que cette nuit n'allait pas se terminer tranquillement. « Salut, sœurette » lança-t-elle d'une voix traînante. « Tu as une seconde ?» Mes clés se sont arrêtées à mi-chemin dans la serrure. « Valora, il est tard. » Ses yeux m'ont scruté, sans être impressionné. « Tard pour qui ? J'ai juste besoin de $100. C'est tout. Rendez-vous pour une retouche demain. Du botox. Tu sais bien que mon image de marque doit rester impeccable. J'ai posé les courses calmement. Je te l'ai dit le mois dernier, j'ai fini de te couvrir. J'arrive à peine à gérer mes propres factures. Elle a levé les yeux au ciel si fort que ça aurait pu la faire tourner en orbite. Mon Dieu, Ali, tu es si coincé ces derniers temps. Qu'est-il arrivé à la famille d'abord? J'ai gardé une voix stable. La famille ne te renverse pas à chaque fois que tu dis non. C'en était trop. Le changement en elle fut instantané. Ses bras sont tombés, sa posture s'est raidie. Elle s'est avancée avec cette même agression que j'avais vue quand nous étions enfants, quand elle m'avait poussé contre le mur de la salle de bain parce que je l'avais regardée de travers. Espèce de petite égoïste. Commença-t-elle. Et puis sa main était sur mon col. Tout s'est effondré rapidement. Elle m'a poussé violemment. Mon dos a heurté la porte. Mes genoux ont cédé. Mon sac est tombé par terre, des pommes roulant sur le paillasson. J'ai essayé de la repousser, mais elle avait mon téléphone dans sa main. Et avant que je puisse parler, l'écran s'est brisé sur ma tempe. Une douleur fulgurante, brûlante comme du verre brisé, a tranché ma tête. Je me suis entendu halter, puis le monde a basculé sur le côté. Le sol froid. Le silence. Quelque part au loin, un voisin a crié, des pneus ont crissé, puis des sirènes. J'ai eu l'impression de cligner des yeux et que tout avait changé. Les lumières du plafond de l'hôpital brûlaient au-dessus de moi. Des bips. L'odeur d'antiseptique et quelque chose de chaud. Elma était assise à côté de moi, mon ancienne professeure de littérature du lycée. Ses boucles douces, maintenant plus grises, ses épaules toujours calmes, comme si rien ne pouvait jamais la secouer. « Salut, Ali » a-t-elle murmuré, les doigts enroulés autour d'un gobelet en mousse. « Tu es en sécurité maintenant. » Je ne pouvais pas bouger la tête. Ma bouche me semblait lourde. « Pourquoi êtes-vous » Elle m'a interrompu doucement. Je regardais le direct de Valora juste une seconde. L'écran est devenu noir rapidement, mais c'était suffisant. Une infirmière est entrée. Fracture du crâne, commotion cérébrale légère. Vous avez eu de la chance, a-t-elle dit, comme si la chance y était pour quelque chose. Je me suis tourné vers Elma. Est-ce que ma mère? Elle a secoué la tête. Pas encore. Je l'ai appelée. 3 heures se sont écoulées avant que Diri ne se montre. Elle n'est pas entrée en courant. Pas de main tremblante, pas d'yeux gonflés. Elle est juste entrée nonchalamment comme si elle venait prendre des nouvelles d'une voisine.
Son sac à main était assorti à ses chaussures. Sa coiffure était impeccable. Pas une mèche de travers. Je me suis assise lentement, la douleur me piquant le long de la colonne vertébrale. « Salut, maman. » Elle a soupiré. « Je ne comprends tout simplement pas ce que tu as fait pour la mettre si en colère. » Ma gorge s'est asséchée instantanément. « Pardon ?» Diri a serré son sac plus fort. « Tu connais le tempérament de Valora. Si tu ne l'avais pas provoqué. »« Provoqué » ai-je répété. Elle m'a fracturé le crâne. Elle a haussé les épaules. « N'empêche que ce n'est pas comme si tu étais innocente. Tu la provoques toujours. »« Maman » ai-je dit prudemment, essayant de garder ma voix stable. Elle m'a frappé à la tête avec mon propre téléphone. Elle a hoché la tête, imperturbable. Bien. Silence. Pas de vent, pas de souffle, juste ce mot, tombé comme une pierre dans l'eau. Je n'ai pas cligné des yeux, je n'ai pas tressailli, mais j'ai senti quelque chose en moi changer. Quelque chose de profond et de définitif. Ce mot portait le poids des années. Elle a tapoté son sac et a jeté un coup d'œil à l'horloge. Je dois aller au magasin avant qu'il ne ferme. As-tu besoin de quelque chose? Du lait? Je n'ai rien dit. Et elle est partie. Plus tard cette nuit-là, les moniteurs autour de moi émettaient de légers bips dans le noir. Chaque son marquait un temps que je ne retrouverai jamais. J'étais allongé là, fixant une fissure dans le carreau du plafond, pensant à toutes les fois où je m'étais tu pour que Valora ne s'emporte pas. Chaque fois que j'avais laissé maman excuser son comportement. Chaque dollar prêté, chaque bleu ignoré, chaque excuse que j'avais présentée pour des choses que je n'avais pas cassées. La porte a cliqué. Une infirmière a ajusté la perfusion et a murmuré « Essayez de vous reposer ». J'ai hoché la tête, les yeux toujours fixés vers le haut. Ce n'était pas la première fois, mais ce serait la dernière. L'insigne du policier a capté la lumière du matin alors qu'il entrait dans ma chambre d'hôpital. Je n'avais pas remarqué le soleil jusqu'à ce moment-là, comment il filtrait à travers les stores, zébrant les murs beiges comme des barreaux de prison. Je me suis redressé dans le lit, une douleur sourde vibrant à la base de mon crâne. L'infirmière à côté de lui avait l'air mal à l'aise, comme si elle était entrée dans un lieu sacré et ne savait pas comment se retirer. « Madame, dit-il, la voix professionnelle mais adoucie sur les bords. La déclaration de votre sœur dit que vous l'avez attaquée en premier. Elle prétend avoir agi en légitime défense. » Pendant un bref instant, j'ai senti une chaleur monter dans ma poitrine. Pas de la colère, mais de l'incrédulité. C'était tellement, toujours, inverser les rôles. Toujours la victime. Je me suis assise lentement, la tête battante. Je voudrais faire une déclaration officielle. Il a hoché la tête et a sorti un petit enregistreur de sa poche de poitrine. L'infirmière s'est excusée, et la porte s'est refermée derrière elle avec un clic qui a sonné de manière trop définitive. Je lui ai tout dit. Ce qui s'était passé cette nuit-là, sa demande d'argent, le coup à la tête. Ma voix n'a pas tremblé, non pas parce que je n'avais pas peur, mais parce que j'avais passé la majeure partie de ma vie à pratiquer le calme dans le chaos. Il m'a remercié, a dit que quelqu'un ferait un suivi, et est parti tout aussi silencieusement. Quand la porte s'est refermée à nouveau, j'étais seul avec le son des machines qui bipaient, gardant le rythme avec des pensées qui ne me laissaient pas tranquille. J'ai attrapé le petit bloc-notes que l'hôpital avait laissé près du lit. Elma avait écrit un mot avant de partir, « Appelle-moi quand tu seras prête ». Je l'ai plié une fois, l'ai glissé dans ma paume et j'ai regardé par la fenêtre. Le ciel était clair, trop bleu pour une journée comme celle-ci. Je ne sais pas ce qui m'a submergé, mais mes yeux se sont fermés. Et soudain, j'avais de nouveau 12 ans. C'était mon anniversaire, techniquement, mais personne ne l'a mentionné. Valora avait un rendez-vous ce matin-là, un truc de coiffure de dernière minute qu'elle ne pouvait pas manquer. Diri m'a tendu un torchon après le petit déjeuner. Sèche cette vaisselle. C'est ton travail. Pas de gâteau, pas de cadeau. Je me souviens avoir ouvert le réfrigérateur, espérant trouver ne serait-ce qu'une tranche de quelque chose de sucré. À la place, il y avait un reste de muffins de la semaine précédente. Je l'ai emporté en cachette dans ma chambre, j'ai allumé le bout d'une bougie d'anniversaire cassée que j'avais trouvée dans un tiroir, et j'ai murmuré « Joyeux anniversaire, Ali », au silence. Avance rapide de 2 ans. 14 ans, et enfin assez audacieuse pour la questionner. J'ai surpris Valora en train de fouiller dans mon sac à dos.
J'avais économisé 42 $ en faisant du babysitting pour un voisin, prévoyant d'acheter ma première paire de chaussures décentes qui n'étaient pas des secondes mains. Qu'est-ce que tu fais? Ai-je demandé. Elle n'a même pas bronché. Je cherche du chewing-gum. Je me suis approché, j'ai vu l'argent liquide serré dans son poing. C'est mon argent, Valora. Elle a souri narquoisement, et quand je n'ai pas reculé, elle m'a poussé. Mon talon s'est pris sur le bord de l'escalier, et j'ai dévalé une demi-volée de marche. J'ai crié assez fort pour que Diri arrive en courant, mais tout ce qu'elle a fait a été de me regarder trempé de larmes, le coude écorché à vif et de dire « Arrête d'être dramatique. Tu es toujours si sensible. » À 17 ans, c'est arrivé de nouveau. Valora m'a giflé en plein visage pendant un dîner de fête parce que j'avais accidentellement renversé de la sauce au canneberge sur sa robe. Les invités se sont figés. Quelqu'un a ri nerveusement. Diri m'a prise à part après et a sifflé « Tu as embarrassé la famille. Excuse-toi. » Je l'ai fait, comme je l'ai toujours fait. De retour dans la chambre d'hôpital, le poids de ces moments pesait sur ma poitrine comme du ciment frais. Mes doigts ont distraitement effleuré le pansement sur mon front, et j'ai murmuré à personne, j'aurais dû partir il y a longtemps. Mais je ne l'avais pas fait. J'étais resté, croyant que le sang signifiait quelque chose, que si je donnais juste plus, que si je tolérais plus, peut-être qu'un jour je serais vu. Je n'ai pas remarqué le retour de l'infirmière jusqu'à ce qu'elle se racle la gorge. Désolée, dit-elle, tenant un porte-bloc. Je ne voulais pas vous interrompre. Ce n'est rien. Elle a baissé les yeux, puis a de nouveau levé la tête, hésitante. Il y a quelqu'un de la facturation ici. Ils ont quelques questions sur votre police d'assurance. J'ai froncé les sourcils. Mon assurance? Elle a hoché la tête. Ils sont dans le couloir. Voulez-vous que je les fasse entrer? J'ai hoché la tête lentement, sentant déjà le changement dans l'air. Quelque chose se préparait. Je pouvais le sentir, et ce ne serait pas bienveillant. Alors que la représentante de la facturation entrait, porte-bloc à la main, et commençait à parler de ce ton mesuré réservé aux mauvaises nouvelles, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en coulisses. Des papiers déplacés, des noms barrés, des décisions prises sans moi. Elle a dit quelque chose sur le changement de mon statut, sur le refus d'autorisation, que mon contact d'urgence avait ajusté mon statut de personne à charge. Des mots flottaient comme des parasites, couverture en attente, refus d'autorisation, réaffectation de police. J'ai cligné des yeux fortement. Qui est listé comme mon contact d'urgence? Elle a parcouru le papier. Diri Goodwin. Bien sûr. Je me suis adossé à l'oreiller, non par faiblesse, mais par calcul. Les choses n'étaient pas simplement injustes. Elles étaient manipulées. La femme est partie, offrant une carte pour appeler directement l'assureur. Je l'ai posée sur la table de nuit et j'ai de nouveau fixé le plafond, mais pas comme avant. Maintenant, je n'étais plus une enfant allumant des bougies dans le noir. Je n'étais pas la fille s'excusant pour la violence de quelqu'un d'autre. J'étais la femme qu'elles avaient sous-estimée. Et ça, c'était leur erreur. J'ai passé une nuit de plus à l'hôpital. Ils ont dit qu'ils voulaient surveiller le gonflement, mais je pense que c'était vraiment une question de responsabilité. Quoi qu'il en soit, je n'ai pas discuté. Je n'étais pas pressé de retourner à un endroit qui était devenu étranger pendant mon absence. Elma est venue le lendemain matin. Elle a apporté mon manteau, mes clés et un petit sac d'essentiel qu'elle savait d'une manière ou d'une autre que j'avais oublié. Elle n'a pas beaucoup parlé, elle a juste conduit, les mains à 10h et 2h, les yeux fixés droit devant. Le silence entre nous n'était pas gênant. C'était le genre de silence que seules deux femmes qui ont porté trop de fardeau pendant trop longtemps peuvent partager sans explication. Quand elle s'est garée devant mon appartement, j'ai hésité. Il avait l'air plus petit que dans mon souvenir, même si rien n'avait changé. Le même bardage bleu, la marche fissurée du porche, mais maintenant tout semblait trop étroit, comme si les murs s'étaient rapprochés pendant mon absence. J'ai déverrouillé la porte et je suis entré. Tout était à sa place, et pourtant quelque chose clochait. Mon canapé, ma lampe, mon tableau encadré de la côte de l'Oregon. Tout était là, intact, et pourtant l'air semblait plus lourd. Elma est restée juste assez longtemps pour s'assurer que je pouvais monter les escaliers, puis m'a serré la main et est partie. « Appelle-moi » a-t-elle dit, puis a fait une pause. « Seulement si tu le veux. » Sans pression. J'ai hoché la tête. « Merci. » La porte s'est refermée derrière elle,
et le poids de la solitude s'est abattu sur moi comme une seconde peau. J'avais besoin de faire quelque chose, n'importe quoi, pour ne pas trop réfléchir. Alors, j'ai déballé le sac qu'Elma avait apporté, j'ai mis la bouilloire en marche, et je me suis assise à ma table de cuisine. C'est là que j'ai remarqué le courrier empilé sur le comptoir, intact depuis avant l'hôpital. J'ai commencé à le trier par habitude, remarquant à peine les logos et les enveloppes familières, mais une a attiré mon attention. Relevé bancaire. Je l'ai ouvert, m'attendant à moitié à la routine habituelle. Au lieu de cela, ce que j'ai vu m'a tordu l'estomac. 3 prélèvements automatiques. Même montant, même destination. J'ai ouvert mon application bancaire, les mains tremblant légèrement maintenant. Plus de 8 000 $ disparus en 3 mois. Les transactions étaient toutes liées à quelque chose intitulé « Revive ». J'ai cliqué sur les informations du commerçant. Il s'agissait d'un salon de beauté en centre-ville. Je n'en avais jamais entendu parler. « Tu te moques de moi » ai-je marmonné, repoussant la chaise en me levant. Je ne me souvenais pas d'avoir accepté quoi que ce soit de ce genre. Il n'y avait eu aucune conversation, aucun courriel, aucun appel téléphonique, rien. Je me suis rassise, essayant de calmer mes pensées. Les mots se brouillaient sur l'écran. J'ai sorti le dossier que j'avais intitulé « Relevé bancaire 2018 à 2023 ». Peut-être qu'une partie de moi avait déjà su que j'en aurais besoin un jour. Peut-être que je me préparais à ce combat bien avant que mon crâne ne heurte le sol. Une par une, j'ai imprimé les transactions, en surlignant chacune d'elles. Elles brossaient un tableau clair. Quelqu'un avait accès à mes finances, et il ne le faisait pas subtilement. Après 1 heure à imprimer, organiser et respirer à travers la fureur qui montait dans ma poitrine, j'ai appelé le service de facturation de l'hôpital. Une femme nommée Karen a répondu. Son ton était chaleureux, neutre, jusqu'à ce qu'elle consulte mon dossier. Dit-elle. On dirait que votre police d'assurance a été modifiée il y a environ 3 semaines. Modifiée, ai-je répété. Oui, il est indiqué que vous êtes maintenant répertorié sous le statut de personne à charge. La couverture est active mais limitée en fonction du revenu du ménage du titulaire principal. Diri Goodwin. J'ai failli laisser tomber le téléphone. Je n'ai pas autorisé cela, ai-je dit lentement, en essayant de ne pas élever la voix. J'ai 33 ans. Je n'ai pas été une personne à charge depuis plus d'1 décennie. Je comprends, dit Karen, semblant un peu plus alerte maintenant. Vous voudrez peut-être contacter directement votre assureur pour déposer une réclamation. Je peux vous envoyer le formulaire par courriel. Je l'ai remercié, j'ai raccroché et j'ai fixé le mur pendant une bonne minute. Ce n'était pas de la négligence. Ce n'était pas une erreur. C'était délibéré. Quelqu'un était entré dans mon profil et avait apporté des modifications légales pour me rattacher à une femme qui pensait que ma douleur était bien. Je devais savoir pourquoi. Pas en théorie, pas en supposition. Je devais l'entendre. J'ai pris mon téléphone et j'ai appelé Diri. Elle a répondu à la 2e sonnerie. Ali, je me demandais quand tu appellerais. Je ne me suis pas soucié des banalités. Pourquoi as-tu changé mon assurance? Pourquoi mon argent va-t-il au Revive de Valora? Une pause. Puis, de ce ton qu'elle utilisait toujours quand elle voulait paraître raisonnable tout en faisant quelque chose de totalement déraisonnable, elle a répondu, j'ai dû simplifier les choses. Ta sœur essaie de lancer quelque chose. Elle avait besoin de stabilité. Tu t'es toujours débrouillé. J'ai laissé le silence s'étirer. Et alors? Vous avez détourné mes finances pour financer son spa? Dégrader ma couverture sans me demander. Tu réagis de manière excessive, dit-elle, plus sèchement maintenant. Tu as de la chance d'avoir une famille. Nous prenons soin les uns des autres. J'ai presque ri. Vraiment, ai-je dit. Parce qu'il me semble que vous prenez, et que je disparais. Tu es dramatique, Ali. J'étais à l'hôpital. Je t'ai rendu visite. Tu as dit que je l'avais provoqué. Tu as dit bien. Silence. Pas de déni. Juste le silence. J'ai inspiré lentement. Tu n'as pas seulement cessé d'être ma mère quand tu as dit ça. Tu as cessé d'être mon contact d'urgence. Tu as cessé d'avoir ton mot à dire dans ma vie. Tu es cruel, dit-elle doucement. Non, ai-je répondu. Je suis éveillé. J'ai raccroché, non par colère, mais par clarté.
De retour à la table de la cuisine, j'ai rouvert le dossier bancaire et j'ai sorti une feuille neuve. En haut, j'ai écrit en lettres majuscules « Fraude, chronologie des virements, 2019 à aujourd'hui ». J'ai agrafé la première liasse d'imprimés et j'ai murmuré « Voyons depuis combien de temps vous avez de la chance, maman ». La femme à l'autre bout du fil n'a pas bronché quand j'ai prononcé ces mots. Son ton n'a pas changé non plus. Compris, madame. Nous allons commencer la paperasse pour l'enquête pour fraude. Nous aurons besoin d'une déclaration officielle et de toute la documentation que vous avez. J'en avais beaucoup. J'ai raccroché, je suis resté dans ma cuisine un instant de trop, puis j'ai bougé comme une machine. J'ai rassemblé les relevés imprimés, les captures d'écran, le rapport de crédit, chaque papier une blessure qui n'avait pas cicatrisé. Le dossier devenait lourd, pas seulement en poids, mais en ce qu'il signifiait. Ce n'était plus seulement des chiffres. C'étaient des preuves d'années où le silence était plus facile que la confrontation. En fin d'après-midi, je réchauffais un reste de riz au micro-ondes, le bourdonnement de l'appareil remplissant la cuisine. Je n'avais pas mangé de la journée, non pas que je n'avais pas faim, mais parce que je ne m'étais pas sentie humaine. Maintenant, mon corps me rappelait que je devais rester fonctionnel. Alors que je mélangeais le riz et la sauce soja dans un bol en céramique ébréché, mon téléphone a vibré sur le comptoir. Une notification d'Instagram est apparue. Valora était en direct. Je n'aurais pas dû l'ouvrir. J'aurais dû la bloquer il y a des jours. Mais quelque chose m'a poussé à cliquer. L'écran s'est rempli de son visage, rayonnant sous un éclairage de spa tamisé. Un masque blanc était étalé sur ses joues, la tête enveloppée dans une serviette rose. Elle avait l'air sereine. Sereine et suffisante. Prendre soin de soi n'est pas égoïste, dit-elle en regardant la caméra. C'est une question de survie. Je crois en l'investissement en soi, et j'ai la chance d'avoir des anges autour de moi qui ne savent même pas qu'ils aident. J'ai regardé, le riz oublié. Les commentaires défilaient. Des émojis en forme de cœur, des louanges, des gens suppliant de savoir quel produit pour le visage elle utilisait. Elle a souri plus largement. Mon pouce a plané sur l'écran. J'ai fermé l'application sans un mot de plus. J'ai mangé en silence, les seuls bruits étant ma mastication et le grognement occasionnel du chauffage qui essayait de suivre le froid automnal imprévisible de l'Oregon. 1 heure plus tard, j'ai enfilé un jean et un cardigan épais, j'ai attaché mes cheveux en arrière et j'ai traversé la ville en voiture pour me rendre au salon, Valora Revive. Il se trouvait dans un local de coin rénové près du quartier des Arts. Tout dans cet endroit criait le luxe soigneusement orchestré, une enseigne aux garnitures dorées, des carreaux de sol noirs et blancs, de luxuriants figuiers à feuilles de violon près des fenêtres. Ça sentait la citronnelle et le privilège. Je suis entré et j'ai été accueilli par une réceptionniste qui semblait sortie d'une publicité. Sourire éclatant, dents parfaites. Bienvenue chez Valora Revive. Avez-vous un rendez-vous? J'ai gardé une expression neutre. Non, je suis nouvelle en ville. Je voulais juste en savoir plus. Je pense offrir un traitement à une amie. Elle a rayonné. C'est adorable. Nous avons des forfaits incroyables. Notre propriétaire est si inspirante. Elle a ouvert cet endroit juste cette année avec l'aide de, eh bien, un soutien très généreux, Aligé. Mon souffle s'est coupé. Je me suis reprise rapidement. C'est un beau nom. Elle a hoché la tête. N'est-ce pas? Nous l'appelons notre ange investisseur. Je l'ai remercié et je suis parti avant que mon visage ne me trahisse. En sortant à l'air vif, je suis resté sur le trottoir un moment, sentant mes jambes se raidir. Je ne savais pas si j'étais en colère ou simplement fatigué. À la maison, je me suis assise à mon bureau et j'ai ouvert mon compte de surveillance de crédit. J'ai demandé un rapport complet. Il a fallu 30 minutes pour qu'il arrive. En grosses lettres audacieuses, un prêt de $50 000 ouvert en janvier, co-signé par mon contact d'urgence, Diri Goodwin. Objet du prêt, création d'entreprise. J'ai parcouru les pages, engourdi. Les paiements mensuels étaient automatiquement prélevés sur un compte chèque secondaire que j'utilisais rarement. Un compte auquel Valora avait accès, au cas où. C'était là, noir sur blanc, mon nom lié à une entreprise dont je ne connaissais pas l'existence jusqu'à aujourd'hui, et la signature de ma mère juste à côté de la mienne, falsifiée juste assez pour passer si l'on ne regardait pas de près. Je n'ai pas pleuré. Je n'ai pas crié. Cela aurait été plus facile. Au lieu de cela, j'ai pris mes clés. Le trajet jusqu'à la maison de Diri a duré moins de 10 minutes,
mais j'ai utilisé chaque seconde pour répéter ce que je voulais dire. Mais quand je suis arrivé, rien n'est sorti comme je l'avais prévu. La porte était ouverte. De la musique jouait à l'intérieur, une station de jazz d'où qu'elle écoutait toujours. J'ai frappé, puis je suis entré. Valora était affalée sur le canapé, un verre de vin à la main, un peignoir de soie bien serré. « Regarde qui a décidé de se montrer », dit-elle sans bouger. Diri est apparu de la cuisine, tenant un bol de cerises. « Ali, nous n'attendions pas de visite. » J'ai brandi le dossier. C'est drôle, parce que je ne m'attendais pas à trouver mon nom sur une demande de prêt pour un spa où je n'ai jamais mis les pieds. Valora a gloussé. « Tu es si dramatique. »« Ne fais pas ça », ai-je lancé sèchement. « Ne redis plus jamais ce mot. »« Pas à moi. » Diri a soupiré comme si je l'épuisais. « Nous ne pensions pas que ça te dérangerait. »« Tu ne dis jamais non. » Je l'ai regardé. Je l'ai vraiment regardé. La façon dont elle tenait son menton relevé, l'inclinaison dédaigneuse de sa tête. Valora souriait en arrière-plan, suffisante et satisfaite d'elle-même, sirotant un verre qu'elle n'avait probablement pas acheté. « Tu as raison », ai-je dit finalement. Je ne dis jamais non. Elles se sont toutes les deux un peu détendues. C'est le truc avec les gens qui manipulent. Ils s'attendent à ce que vos habitudes restent loyales. Mais ça s'arrête aujourd'hui, ai-je continué, ma voix tranchant l'air. Vous avez imité ma signature. Vous avez contracté des dettes à mon nom. Vous avez fait transiter de l'argent par des comptes auxquels je vous faisais confiance. Ce n'est pas une famille. C'est de la fraude. Le visage de Diri a pâli, mais elle s'est vite reprise. Ma chérie, ne rends pas cela plus gros que ça ne l'est. Vous l'avez déjà fait. Je me suis retourné et je suis sorti avant qu'elle ne puisse me lancer une autre excuse. Dans ma voiture, les vitres remontées, j'ai sorti mon téléphone, j'ai trouvé le numéro de la ligne antifraude de ma banque, et j'ai appelé. Quand l'agent a décroché, je n'ai pas hésité. Bonjour, je voudrais commencer une réclamation pour fraude. Oui, contre un membre de ma famille. La voix de Valora résonnait encore à mes oreilles quand je suis rentré dans mon appartement. Jouons, avait-elle dit. Je n'avais pas besoin de demander ce que cela signifiait. Avec elle, tout était un jeu où elle jouait toujours la victime quand elle perdait et la reine quand elle gagnait. Mais je ne jouais plus. J'ai posé les copies des lettres sur le comptoir de la cuisine. Les originaux étaient déjà chez le notaire avec une preuve de dépôt estampillée. Des copies avaient été envoyées à la fois à la banque et à mon avocat. Il avait fallu 3 heures ce matin-là pour tout faire notarier, mais je l'ai fait sans broncher. Pour la première fois, je n'hésitais pas. J'agissais. Pourtant, le poids de ce que j'avais commencé pesait lourdement sur mes épaules. C'est une chose de remplir des papiers. C'en est une autre de défier les personnes qui vous ont fait douter de votre propre valeur pendant des décennies. J'ai préparé du thé, non pas parce que j'en voulais, mais parce que j'avais besoin du mouvement, de la chaleur, de l'ancrage. Dehors, le soleil déclinait vers la fin de l'après-midi, projetant des traînées ambrées à travers les stores. J'ai ouvert mon téléphone, à moitié par habitude, à moitié pour me distraire. Une notification rouge familière était en haut. Valora était de nouveau en direct. J'ai fait une pause. J'aurais dû l'ignorer, mais j'ai quand même cliqué. Là, elle était, maquillage impeccable, verre de vin à la main, assise dans ce qui ressemblait à mon ancien fauteuil de salon, celui qui, selon elle, jurait avec son esthétique il y a 2 ans. Je suppose qu'elle s'y est habituée. Les gens me demandent tout le temps comment je suis arrivé là où je suis, dit-elle en rejetant ses boucles, et je leur dis que c'est grâce au travail acharné, à la persévérance, et en se débarrassant du poids mort. Un rire de sa part. Puis elle a levé son verre. Certaines personnes passent toute leur vie à être amères parce qu'elles ne savaient pas comment utiliser ce qu'elles avaient. J'ai utilisé ce que j'avais, même si c'était assorti de conditions. Même si c'était accompagné d'une sœur stupide qui ne disait jamais non. Les commentaires ont plu comme des confettis. Des émojis qui rient. Prêche, reine. Dis-leur, sœurette. Elle a souri à la caméra. Tout ce que j'ai, je l'ai mérité. Bon, moins l'aide de la sœur stupide. Je n'ai pas réagi. Pas extérieurement. J'ai juste appuyé sur l'écran jusqu'à la fin du direct, puis j'ai posé le téléphone face contre le comptoir. Mes mains ne tremblaient pas. Ma poitrine n'était pas serrée. Cela m'a surprise. Au lieu de cela,
j'ai ressenti quelque chose de plus froid, de plus calme, comme si une porte d'acier s'était refermée derrière mes côtes. Ce n'était pas seulement du manque de respect. C'était une déclaration. Elle n'était pas désolée. Elle n'avait pas peur. Elle pensait qu'elle allait gagner à nouveau. J'ai laissé le thé intact et j'ai attrapé mon sac. Il y avait un dernier élément que je devais vérifier avant d'aller plus loin. Un autre fil qu'elle aurait pu tirer sans que je le remarque. 20 minutes plus tard, j'entrais dans le bureau des registres fonciers du comté, un bâtiment trapu et beige à 2 pâtés de maison de la mairie. La réceptionniste derrière le guichet m'a accueilli avec la gaieté transactionnelle habituelle. J'ai besoin de vérifier le titre de propriété d'un bien, ai-je dit. Adresse, a-t-elle demandé. Je l'ai donné. Mon appartement, ma maison. Elle a tapé un moment, puis a fait une pause. Avez-vous une pièce d'identité? Je la lui ai tendue. Ses yeux l'ont scanné, puis ont de nouveau jeté un coup d'œil à l'écran. Je suis désolé, dit-elle, le ton changeant. Le titre a été transféré il y a 3 mois. Mon souffle s'est coupé. Transféré à qui? Valora Goodwin. Il y a eu une longue pause. Je n'ai pas cligné des yeux. Avez-vous les documents en dossier? Elle a hoché la tête, imprimant une feuille. J'ai fixé le document en noir et blanc, ma signature griffonnée en bas. Sauf que ce n'était pas la mienne. Proche, mais pas exact. Une contrefaçon. J'ai pris l'imprimé et je suis retourné à ma voiture. Mes pas étaient stables, mais à l'intérieur de moi, quelque chose s'est de nouveau fracturé. Valora ne m'avait pas seulement volé. Elle m'avait effacé. En début de soirée, je me tenais de nouveau devant la maison de Diri. La lumière du porche était allumée, la même couronne florale du printemps dernier était toujours accrochée à la porte. J'ai sonné une fois. Valora a ouvert la porte, le verre de vin toujours à la main. « As-tu apporté une offrande de paix ?» a-t-elle demandé. Je n'ai pas répondu. Je suis entré. Diri était assise dans le salon, feuilletant un catalogue comme si c'était un jour comme les autres. « Vous avez changé le titre de mon appartement ?» ai-je dit en brandissant l'imprimé. Elle a levé les yeux, son expression indéchiffrable. Valora avait besoin d'un endroit stable. Tu veux dire qu'elle avait besoin de ma vie? Valora a ri derrière moi. Tu es juste en colère parce que je sais comment utiliser ce qu'on me donne. Je me suis tourné vers elle. La prochaine fois que tu m'utiliseras, Valora, lis les conditions. Elle a haussé les sourcils. C'est censé me faire peur? Je me suis retourné vers Diri. J'ai déposé plainte. C'est fait. Fraude, vol. Et toi, co-signataire et contact d'urgence, tu es responsable. Tu as signé les papiers du prêt. Tu as redirigé mon assurance. Et maintenant ça. Elle s'est levée. Enfin, Ali, nous sommes une famille. Non, ai-je dit doucement. Vous partagez juste mon sang. Je suis parti sans attendre d'autres excuses. De retour à la maison, j'ai placé le deuxième jeu de documents, le vol de propriété, dans le dossier. Puis j'ai scellé l'enveloppe, l'ai adressée au bureau du procureur de district, et je l'ai déposée dans la boîte aux lettres avant la dernière levée. Il faisait nuit quand je suis rentré, les phares des voitures passant alors que je rentrais. Je l'ai senti avant de le voir. Valora avait reçu sa copie car 20 minutes plus tard, mon téléphone a vibré avec une photo d'elle tenant les documents dans une main et une seule ligne de texte. Alors, elle veut jouer la dure. Jouons. J'ai verrouillé l'écran. Qu'elle joue. J'avais déjà commencé à établir les règles. Il était à peine 9 heures du matin quand le message vocal est arrivé. J'étais encore en peignoir, sirotant un café noir à la table de la cuisine, passant en revue ma liste de documents pour l'avocat. Je n'avais pas prévu de consulter mon téléphone avant plus tard, mais l'écran a clignoté avec le nom de Diri, suivi d'un court message. Je ne l'ai écouté qu'une seule fois. Tu as toujours été une déception, Ali. N'appelle plus ici. C'était tout. Pas d'explication, pas d'hésitation, juste une phrase enveloppée de verre et laissée sur mon paillasson pour que je marche dessus pieds nus. Je n'ai pas pleuré. La version de moi qui se serait effondrée sous ce genre de rejet ne vivait plus ici. Ce que j'ai ressenti à la place était quelque chose de beaucoup plus aigu, un sentiment de froide confirmation. Elle avait de nouveau choisi Valora. Mais cette fois, elle n'a même pas prétendu le cacher derrière des platitudes morales. J'ai posé le téléphone et je suis retourné à mes papiers. Mes doigts travaillaient automatiquement,
triant les résumés de comptes, les factures de services publics, les charges signalées et tous les fragments de mon identité qui avaient été dépouillés sans permission. J'ai ajouté la transcription du message vocal au classeur. La lumière du soleil du milieu de la matinée passait à travers les stores, peignant de douces lignes sur le comptoir. Je les ai fixées en clignant des yeux. J'avais cru un jour que la lumière rendait tout plus clair, mais la clarté n'apportait pas toujours le réconfort. Parfois, elle rendait simplement la forme de la trahison plus facile à tracer. En début d'après-midi, Elma est arrivée à l'improviste mais pas sans y être invitée. Elle est venue avec ce calme lent et délibéré qu'elle portait toujours, comme une femme qui savait exactement ce que le silence pouvait enseigner lorsqu'il était utilisé correctement. « J'ai apporté du thé », a-t-elle dit en brandissant un petit thermos. « Je ne savais pas si tu avais mangé. » Je ne l'avais pas fait, mais je ne l'ai pas dit. Nous nous sommes assises dans mon salon, sans parler pendant plusieurs minutes, juste nous deux, les jambes croisées, les mains enroulées autour de tasses chaudes. Elle ne m'a pas demandé de parler. Elle ne l'a jamais fait. Finalement, j'ai fait un signe de tête vers la pile de preuves sur la table basse. J'ai tout gardé. Chaque message vocal, chaque fois qu'elle a emprunté ma carte, chaque fausse excuse. Je pense qu'une partie de moi a toujours su que j'aurais besoin de preuves. Elle m'a incliné la tête. Et maintenant, j'ai pris une lente inspiration, maintenant je les utilise. J'ai sorti un vieux téléphone du tiroir de la cuisine, celui que je n'avais pas touché depuis des années mais que je n'avais jamais jeté. Je l'avais chargé plus tôt ce matin-là, anticipant ce moment. Elma s'est penchée alors que je parcourais l'ancienne boîte vocale, chaque entrée comme une petite épine sous la peau. Puis j'en ai atteint un que je n'avais pas entendu depuis longtemps. Daté de juillet 2020. J'ai appuyé sur lecture. La voix de Diri a crépité en premier. Elle est trop douce pour nous combattre. Tant qu'elle paie, nous sommes en sécurité. Puis la réponse de Valora, si elle résiste, je la blesserai à nouveau. L'enregistrement s'est terminé. Le silence qui a suivi était plus lourd que les mots. Elma n'a pas cligné des yeux. Tu en as d'autres? J'ai hoché la tête, ma voix égale. J'ai des photos de bleu, de chèques que je n'ai pas signés, et maintenant ça. Nous avons fixé le téléphone pendant un moment avant que je ne le dise. Il est temps de se battre plus fort. Elma m'a serré la main une fois, doucement. Tu es prête. Plus tard dans l'après-midi, j'ai appelé l'avocat qu'Elma avait recommandé il y a des mois. Son assistant a répondu, puis m'a transféré. Quand il a décroché, sa voix était chaleureuse mais brève, efficace. Mademoiselle Goodwin, j'ai examiné les documents que vous avez envoyés hier. Je crois que nous avons un dossier très solide. Je suis prête à tout déposer, lui ai-je dit. Bien. Nous commencerons par la fraude immobilière et financière, puis nous ajouterons l'agression médicale et l'abus émotionnel une fois que nous aurons les transcriptions de la police. J'ai ajouté le fichier audio et les photos médicales au dossier partagé qu'il avait créé. Quand le téléversement s'est terminé, j'ai fixé l'écran. Ce n'est pas une vengeance, ai-je dit. Je ne l'ai jamais supposé, a-t-il répondu. C'est une restitution. Après l'appel, je suis allé à la boîte aux lettres et j'ai trouvé une enveloppe matelassée qui attendait. Pas d'adresse de retour. À l'intérieur se trouvait une vieille photo. Moi, peut-être 10 ans, debout à côté de mon père sur le porche arrière. Il avait une main sur mon épaule, et j'étais en plein rire, plissant les yeux au soleil. Glissée derrière la photo se trouvait une note de l'écriture d'Elma, il disait toujours, c'était toi la courageuse. Ce soir-là, j'ai ouvert mes courriels. Des dizaines de messages non lus s'étaient accumulés pendant que j'étais concentré sur les dépôts légaux. Un CD marqué. Objet, assignation émise. J'ai cliqué. En pièces jointes se trouvaient des PDF, des accusations formelles de fraude, de vol, de coups et blessures. Valora était officiellement assignée à comparaître. Quelque part de l'autre côté de la ville, je l'imaginais ouvrir le même courriel, sa main manucurée planant au-dessus de la souris, son estomac se nouant. Elle nous a enregistrés. C'est ce qu'elle dirait, j'en étais sûr, comme si l'acte de dire la vérité était plus offensant que ce qu'elles avaient fait en premier lieu. Mais je n'étais pas inquiète de sa réaction car pour une fois, ma voix n'était pas un murmure. C'était un dossier. Le bourdonnement de mon téléphone a retenti à 7h42 du matin. Aigu et discordant. Je venais de remonter la fermeture éclair sur le côté de mon pantalon, me stabilisant devant le miroir de la salle de bain. Mon reflet me regardait, cheveux épinglés,
chemisier impeccable, aucune trace de la femme qui s'était autrefois excusée auprès des mêmes personnes qu'elle s'apprêtait à affronter. Le message venait d'Elma, le stationnement est un cauchemar. Je nous ai gardé un banc à l'intérieur. Bien sûr, qu'elle l'avait fait. À 8h15, je franchissais les portes coulissantes du palais de justice du comté de Marion. Mes paumes n'étaient pas moites, mais je pouvais sentir un pouls en elles. Le dossier que je portais était léger mais plein de poids. Copie des documents de prêt, du transfert de titres, des impressions d'écran des légendes du direct de Valora, le rapport de l'hôpital, mes déclarations tout déposées, tout réel, tout suffisant. Dans le couloir à l'extérieur de la salle d'audience, Elma était assise droite sur un banc, les jambes croisées à la cheville, les mains jointes. Elle ressemblait à nouveau à une enseignante, comme si elle avait une interrogation surprise dans sa manche. « Ça va » a-t-elle demandé. J'ai hoché la tête, engourdi, concentré. « Tu as l'air prête. » Je n'ai pas répondu, j'ai juste serré le dossier contre ma poitrine et j'ai pris une profonde inspiration alors que l'huissier ouvrait la porte de la salle d'audience. À l'intérieur, la galerie était peu remplie, 2 inconnus, un greffier, une juge avec des lunettes de lecture poussées à mi-nez, et puis Diri. Valora portait du blanc de la tête aux pieds, comme si elle auditionnait pour le pardon. Diri portait du bleu marine, ses lèvres peintes enfoncées, les cheveux tirés en un chignon qui criait le contrôle. Aucune des deux ne m'a regardé quand je suis entré. Nous avons pris nos sièges. Elma à ma droite, mon avocat, Maître Kelly, à ma gauche. Quand la juge a ouvert la séance, le silence était chirurgical. Valora s'est penchée vers Diri et a chuchoté assez fort pour que je l'entende, c'est sa tournée de vengeance. Je n'ai pas bronché. La juge s'est raclé la gorge. Cette audience concerne les plaintes civiles déposées par mademoiselle Ali Goodwin alléguant une fraude financière, une négligence médicale, une usurpation d'identité et un détournement de propriété contre madame Valora Goodwin et madame Diri Goodwin. Valora s'est adossée à sa chaise, les bras croisés. Diri est resté de marbre. Maître Kelly s'est levé le premier. Il a été concis. Pas de théâtralité, juste les faits. Tandis qu'il exposait la séquence des événements, j'observais la juge. Son stylo grattait silencieusement, mais ses sourcils se sont arqués quand il a mentionné le titre de propriété falsifié. Quand il a fait jouer le message vocal de 2020, tout a changé. Elle est trop douce pour nous combattre. Tant qu'elle paie, nous sommes en sécurité. Si elle résiste, je la blesserai à nouveau. Personne n'a bougé. Les yeux de Valora se sont rétrécis, ses bras tombant sur ses genoux. Diri a cligné des yeux pour la première fois en 10 minutes. Puis sont venues les pièces à conviction, les captures d'écran des directs, les déclarations de Valora sur les « sœurs stupides », les relevés financiers liés au salon, le transfert de titres de propriété avec ma signature falsifiée. La lèvre de Diri a tremblé une seule fois. Valora s'est tournée vers la juge et a dit, trop fort, elle savait ce qu'elle faisait. Elle nous a menés en bateau. Madame Goodwin a coupé la juge, fermement. Vous resterez silencieuse à moins qu'on ne vous demande de parler. Le reste de la matinée s'est déroulé à un rythme régulier et brutal. Mon avocat n'a rien manqué. Quand le conseil adverse a tenté de minimiser mes blessures, il a présenté les photos des urgences. Quand ils ont soutenu que je n'avais jamais dit « non » auparavant, il a rétorqué « le silence n'équivaut pas au consentement, particulièrement lorsque l'intimidation est impliquée ». À midi, la juge a suspendu la séance. Je suis sorti sur le banc où Elma s'était assise pour la première fois ce matin-là. Elle m'a passé une bouteille d'eau et n'a rien dit. À 13h30, nous nous sommes réunis pour le verdict. Tout le monde s'est levé. La juge est restée assise. Après examen des preuves soumises, ce tribunal statue en faveur de mademoiselle Ali Goodwin, a-t-elle commencé. Je n'ai pas respiré. Madame Valora Goodwin est par la présente condamnée à payer une restitution d'un montant total de 83 400 $ en dommages et intérêts, incluant la perte financière, l'utilisation non autorisée de comptes personnels et la détresse émotionnelle. Le titre de propriété du 218 East Overlook Drive sera restitué à mademoiselle Ali Goodwin dans un délai de 14 jours ouvrables. Une ordonnance d'éloignement de 3 ans est accordée contre les deux défenderesses, avec effet immédiat. Elle a tourné son regard vers Diri. Madame Diri Goodwin, votre rôle dans la co-signature d'instruments financiers frauduleux, la manipulation de la couverture d'assurance et le transfert de propriété sans autorité légale a entraîné votre retrait en tant que plus proche parente sur tous les documents médicaux et légaux relatifs à la plaignante. De plus,
il vous est ordonné de quitter le 218 Overlook Drive dans un délai de 10 jours ouvrables. J'ai expiré. Pas du soulagement, quelque chose de plus calme, de plus solide. La juge a conclu par « Ce tribunal espère que toutes les parties utiliseront ce jugement comme une opportunité de redéfinir les limites avec intégrité. » La séance est levée. Le marteau a claqué une fois, sec et final. Nous sommes sortis sous le soleil de l'après-midi. Des caméras s'étaient rassemblées à l'extérieur, des journalistes locaux chuchotant à l'émergence de Valora. Elle a gardé la tête haute jusqu'à ce que l'un d'eux demande « Un commentaire sur le jugement d'aujourd'hui ?» Valora a fait une pause, a enlevé ses lunettes de soleil et les a jetées vers la caméra. « Ce n'est pas fini », a-t-elle crié. Je suis passé devant elle, calme, stable. Si, ça l'est. Et puis j'ai continué à marcher. Le palais de justice s'est estompé dans mon rétroviseur alors que je traversais la ville. Les rues étaient calmes, la lumière de cette teinte particulière d'or de fin d'automne, trop chaude pour le froid qu'elle portait. Je ne me suis pas pressé. Je n'en avais pas besoin. La guerre était finie, et le champ de bataille était derrière moi. De retour à mon appartement, je suis entré et j'ai verrouillé la porte derrière moi par habitude, même si pour la première fois en des mois, peut-être des années, cela semblait inutile. Il y avait une quiétude dans l'air qui ne semblait pas suffocante. Elle semblait méritée. J'ai enlevé mes chaussures et je suis allé directement à la cuisine. Le plat à emporter de la veille était toujours dans le réfrigérateur. Je l'ai passé au micro-ondes sans cérémonie, l'ai mis dans une assiette et me suis assise à table. C'est là que j'ai remarqué le paquet. Il avait été glissé par la fente à lettres et reposé maladroitement contre la plainte comme s'il n'avait pas tout à fait atteint sa destination. Une petite enveloppe matelassée, une écriture que je n'avais pas vue depuis des années mais que j'ai immédiatement reconnue, papa. Je n'avais pas vu son écriture depuis avant son décès. Il est mort quand j'avais 11 ans. Une crise cardiaque soudaine dans son sommeil. Pas d'avertissement, pas d'adieu. Cela a détruit le peu de paix que le foyer avait. Et Diri, à sa manière, a pris cette perte et l'a transformée en une raison pour chaque chose terrible qu'elle et Valora ont faite ensuite. Mais maintenant, elle était là, son écriture, familière, inégale, pleine de vie. Les mains tremblantes pour la première fois depuis des jours, j'ai ouvert le paquet. À l'intérieur, une photo délavée a glissé. Moi, peut-être 6 ans, assise sur les épaules de papa dans notre jardin. Mon visage n'était que dents, les yeux fermés en plein rire, ses mains fortes et stables autour de mes jambes. Derrière nous, la clôture penchait légèrement d'un côté, la même clôture que Diri a refusé de réparer pendant des années par la suite. Sous la photo se trouvait une carte d'anniversaire pliée, du genre qu'on trouve en pharmacie, un ours de dessin animé avec un chapeau de fête. À l'intérieur, dans son écriture inimitable, tu ne dois ta lumière à personne. Tu as juste besoin de la maintenir allumée. Pas de date, pas de signature, juste ça. Les larmes sont venues, non pas parce que j'étais triste, mais parce que j'ai enfin compris la différence entre être aimé et être géré. Il l'avait vu à l'époque. Peut-être pas tout l'avenir, mais assez pour laisser un message. Une torche au cas où tout le reste s'assombrirait. Au fond de l'enveloppe, glissée sous la doublure en carton, se trouvait une petite clé USB. Je l'ai fixée un moment avant de la brancher sur mon ordinateur portable. Le dossier s'est ouvert rapidement. Pas de mot de passe, juste une série de fichiers MP4 étiquetés par mois et année. Des enregistrements de caméras de surveillance de l'ancienne maison. Je n'avais même pas réalisé qu'une avait été installée. Peut-être que papa l'avait fait pendant un de ses week-ends, bricolage. Peut-être qu'Elma avait copié les fichiers plus tard. Quoi qu'il en soit, quelqu'un les avait gardés. Le premier clip était daté d'avril 2009. J'ai cliqué. L'angle de la caméra était depuis la bibliothèque du salon, orienté vers le couloir d'entrée. J'étais là, 12 ans, serrant un sac cadeau, le visage illuminé d'excitation. Je me suis tourné vers l'escalier. Valora m'a arraché le sac des mains. J'ai tressailli. Elle l'a ouvert, a fouillé dedans, puis a vidé le contenu sur le sol. Diri est apparu une seconde plus tard, fronçant les sourcils devant le désordre, mais n'a rien dit à Valora. Au lieu de cela, elle m'a fait signe de nettoyer. Clip suivant. Décembre 2010. Matin de Noël. J'ai tendu une carte à Diri. Elle ne l'a pas ouverte, l'a juste posée sur le comptoir sans regarder. Valora a reçu une paire de boucles d'oreilles et a crié de joie. Je l'ai applaudi. Le clip suivant a fait le plus mal.
Été 2011. Un échange houleux. Valora m'a poussé contre le mur. Ma tête a heurté le cadre de la porte du couloir. J'ai pleuré. Diri s'est interposée entre nous, non pas pour m'aider, mais pour me gronder. Elle a un tempérament, Ali. Tu le sais. Pourquoi la provoques-tu? En regardant cela maintenant, la vérité n'était pas subtile. Elle était bruyante, évidente, documentée. Je me suis assise, le souffle coupé. Tant d'années passées à me demander si j'imaginais les choses, si j'étais trop sensible, si je m'en souvenais mal. Mais c'était là, une preuve pixelisée. La porte d'entrée s'est ouverte lentement. Je me suis tourné. Elma est entrée. Elle portait 2 tasses dans un petit sac en tissu. Je me suis dit que tu n'avais pas beaucoup mangé, a-t-elle dit. Je vais bien, ai-je répondu, la voix tendue. Elle s'est assise en face de moi et a jeté un coup d'œil à l'écran. Tu l'as trouvé. J'ai hoché la tête. Je ne savais pas si tu serais prête, a-t-elle dit. Mais je les ai gardés au cas où. Je n'ai pas parlé pendant un moment. Finalement, j'ai murmuré, je n'étais pas folle. Non, a-t-elle dit fermement. Tu ne l'étais pas. Mais ils avaient besoin que tu le croies. L'heure suivante s'est écoulée dans un rythme silencieux. Des gorgées de thé, des regards occasionnels sur les fichiers. À un moment donné, j'ai regardé Elma et j'ai demandé, pourquoi n'as-tu rien dit plus tôt? Elle a expiré lentement. Parce que le coût d'entrée dans la famille de quelqu'un d'autre est plus élevé que ce que la plupart des gens pensent. Je pensais que ta mère changerait. Je pensais que peut-être je me trompais. Et maintenant je sais que non, et toi non plus. Il faisait nuit dehors quand elle est partie. Je l'ai accompagnée jusqu'à la porte, l'ai serrée dans mes bras pour la première fois depuis des années, et j'ai doucement fermé la porte derrière elle. Plus tard, je me suis tenu près de la fenêtre, regardant les rues endormies de Salem. Les lumières des porches brillaient. Un couple promenait son chien sous des lampadaires jaunes. Quelqu'un arrosait sa pelouse trop tard dans la saison. J'ai tenu la photo de papa dans ma main et j'ai murmuré, je la maintiendrai allumée, papa. Mais maintenant, c'est seulement à moi de la donner. Les 3 semaines suivantes passèrent plus lentement que prévu. Pas léthargique ou stagnante, juste sans hâte, mesurée, comme si le temps avait pris une respiration et avait finalement décidé de bouger à un rythme humain. Pas le sprint effréné auquel je m'étais habitué. Pas la bousculade constante pour réparer, pour expliquer, pour prouver. Juste le simple déroulement des jours, tels qu'ils étaient, sans exigence. J'ai commencé à faire du bénévolat dans un petit centre de soutien aux victimes de violences domestiques juste à l'extérieur de la ville. Elma l'avait mentionné un après-midi, presque nonchalamment, comme si elle savait que j'en aurais besoin avant moi. Passe juste, a-t-elle dit. Tu n'as pas à faire grand-chose, sois juste là. Alors, je l'ai fait. Les premiers jours, j'ai à peine parlé. J'ai plié des brochures. J'ai nettoyé des tables pliantes. J'ai préparé du café et j'ai réapprovisionné les mouchoirs. J'ai souri à des femmes qui me regardaient à peine. Certaines étaient plus âgées que moi, d'autres plus jeunes. La plupart d'entre elles semblaient porter toute leur vie sur leurs épaules. Certaines chuchotaient quand elles parlaient, d'autres ne parlaient pas du tout, mais elles me voyaient. Et quand une femme s'est finalement penchée pendant un groupe un jour, les yeux fatigués et interrogateurs, et a demandé, « Comment t'es-tu libéré ?» Je n'ai pas hésité. J'ai arrêté de demander la permission. Ça a fait mouche. J'ai vu l'ondulation dans son expression. Pas du choc, de la reconnaissance. Plus tard cet après-midi-là, alors que j'attendais l'ascenseur dans le hall, je me suis aperçu dans un miroir mural. Pendant une seconde, je n'ai pas reconnu le visage qui me regardait. Ce n'était pas l'épuisement ou le traumatisme que je voyais. C'était quelque chose de plus doux, une sorte de calme que je n'avais pas porté depuis des années. Une quiétude dont je me souvenais seulement vaguement, comme un souvenir d'enfance où j'étais sur les épaules de mon père, en sécurité et bien au-dessus du monde. À la maison, les choses étaient calmes et stables. Pas vides, pas solitaires, juste calmes. Mes matinées ont trouvé leur propre rythme. Une tasse de café que j'appréciais vraiment. Une promenade dans le quartier où je ne tressaillais pas au bruit de pas derrière moi. Lire un livre parce que je le voulais, pas parce que j'avais besoin de l'analyser pour l'approbation de quelqu'un d'autre. La décision du tribunal avait apporté une clôture juridique, mais la guérison n'était pas liée à la paperasse. Elle se déroulait de petites manières chaque jour.
Diri a appelé 5 fois cette première semaine. Je n'ai pas répondu une seule fois. Son dernier message vocal est arrivé un jeudi. Je l'ai écouté sur haut-parleur, laissant ses mots résonner dans la cuisine silencieuse. Je voulais seulement protéger ta sœur. J'ai supprimé le message avant qu'elle ne puisse terminer sa justification. Valora, pendant ce temps, a disparu des réseaux sociaux pendant environ 10 jours. Puis est venue l'inondation. Des captures d'écran, des extraits hors contexte, des commentaires de personnes qui l'avaient autrefois idolâtrée. Une vidéo de compilation virale a émergé, une qui assemblait les pires moments de ses directs. La suffisance, la cruauté, la vulnérabilité calculée, tout cela exposé. Soudain, les gens ont commencé à poser les questions que j'avais posées pendant des années. D'où venait vraiment l'argent? Qu'est-il arrivé à sa sœur? Pourquoi est-elle assignée à comparaître? Elle a posté une vidéo d'excuses. Voix tremblante, bougie vacillante, larmes dramatiques. Internet n'a pas marché. Les commentaires ont afflué, trop tard. Timing pratique. La responsabilité n'est pas une question d'esthétique. Les parrainages ont disparu. Les contrats avec les marques se sont évaporés. À la fin de la 3e semaine, quelqu'un m'a identifié sur une photo floue en ligne, Valora dans une épicerie. Pas de maquillage, pas de lumière, pas d'équipe, juste elle seule dans un sweat à capuche, achetant du lait d'amande de marque distributeur. Je ne me suis pas sentie satisfaite. Je me suis sentie détachée d'elle, du drame, de la partie de moi qui avait autrefois besoin de reconnaissance ou d'excuses. Je n'avais pas besoin de sa douleur pour que la mienne compte. Un soir, vers 21h, je me tenais dans le couloir entre le salon et la chambre, fixant une étagère que j'avais évitée. Elle était vide, poussiéreuse sur les bords. Je me suis approché et j'y ai placé 2 choses, une photo encadrée de papa, celle qui était arrivée dans le paquet, et l'ordonnance officielle du tribunal, côte à côte. Vérité et justice. Je les ai regardées pendant un long moment. Pas de larmes, pas de flashback, juste de la présence. Cette même nuit, je me suis assise avec un bloc-notes et un stylo. Pas un courriel, pas un texto. Une lettre. J'ai écrit à Elma. Je tressaille encore quand le téléphone sonne, ai-je commencé. Je vérifie encore les serrures avant de me coucher. Et parfois j'entends leur voix dans mon sommeil, mais je dors toute la nuit maintenant. Je ne dis plus pardon au miroir. Et quand je dis non, je le pense. J'ai plié la lettre lentement, comme un souvenir, les sceller dans une enveloppe blanche ordinaire, et les laisser sur la table de l'entrée pour la poster le lendemain matin. 2 jours plus tard, je suis allé au parc en face de l'ancienne bibliothèque. L'air était vif avec les prémices de l'hiver. Ciel gris, vent doux pas froid, juste calme. Je me suis assise sur un banc près de l'aire de jeu. Des enfants se couraient après dans des manteaux bouffants, leur rire s'élevant comme de la fumée. Une maman a crié depuis le trottoir, « Fais attention où tu mets les pieds », juste au moment où sa fille a trébuché et a failli tomber près de moi. Son lacet s'était défait. Je me suis instinctivement penché, j'ai stabilisé sa petite épaule et j'ai noué sa chaussure, bien serrée avec un double nœud. La fille m'a regardé, les yeux grands ouverts et surprise. Puis elle a souri, un grand et large sourire. Un merci sans mots. Sa mère s'est précipitée, essoufflée. Merci, a-t-elle dit. Elle court toujours devant elle. J'ai souri, chaleureusement et posément. Certains d'entre nous font ça, ai-je répondu. Jusqu'à ce que nous apprenions à ralentir. Elle m'a jeté un regard entendu. Reconnaissant. Puis elle a pris la main de sa fille et s'est éloignée, ses bottes faisant craquer les feuilles à chaque pas. Je suis resté assise un peu plus longtemps, j'ai regardé les arbres se balancer, j'ai regardé les feuilles voltiger sur le sentier comme de minuscules danseuses, incertaines de l'endroit où atterrir. Le genre de mouvement qui n'était pas désespéré, juste naturel. Je n'ai pas pensé à Valora. Je n'ai pas pensé à Diri. Je n'ai pas pensé aux salles d'audience ou au silence ou à la honte. J'ai pensé à la fille et à la façon dont nous guérissons lorsque nous transmettons quelque chose qui n'est pas de la douleur. Un geste, une vérité, un moment de sécurité. J'ai pensé aux cicatrices, comment elles cessent d'être des plaies ouvertes une fois que nous nous en occupons, une fois que nous les portons avec soin au lieu de les cacher. Et pour la première fois depuis longtemps, je n'attendais pas que quelque chose commence. Je vivais dans ce qui avait déjà commencé. Toutes les familles ne méritent pas une place à votre table, surtout celles qui confondent la loyauté avec le contrôle et l'amour avec un moyen de pression.
Cette histoire ne parle pas seulement de vengeance. Il s'agit de récupérer sa voix après des années de silence. Qu'auriez-vous fait si votre propre mère avait dit « Bien » après que votre sœur vous ait assommé? Dites-le nous dans les commentaires. Et si cette histoire vous a touché, n'oubliez pas d'aimer, de vous abonner et de rester à l'écoute pour d'autres histoires puissantes et réelles qui ont besoin d'être entendues.